Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 février et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour discuter actualité tech. On va débriefer un petit peu de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. On va découvrir un petit peu aussi ce qui se passe côté Apple. On va parler aussi de l'espace. On va parler aussi d'intelligence artificielle dans les photos, etc. On a plein de choses sympas à se mettre sous la dent en ce mardi matin. Mais avant de commencer, comment allez-vous dans la chatroom? Je me tourne... ok. Hop, excusez-moi, petit problème. Une certaine personne m'a dit qu'ils avaient tout allumé et ils n'ont pas tout allumé. Est-ce que là, ça marche mieux? Ça marche mieux. Voilà, je vous retrouve dans la chatroom. C'est toujours le problème quand il y a des personnes qui préparent la station pour toi. Tu fais pas tous les checks et c'est ma faute aussi, j'ai pas fait tous les checks. Voilà, donc j'en profite pour demander comment vous allez dans la chatroom. Je vois Kylian, salut à toi, salut Samuel, salut Technisavoir, salut Caradoc, On Off Web, Manon, bof, pas mal comme pseudo. J'espère que tu seras pas bof durant toute l'émission. Salut Polaire, salut Anne-Vous, salut G-Chat, salut Yves Castel, salut Mécano, salut Chloé, salut Mediosam, salut Hiroki Ravioli. Tranquillou, eh ben... tant mieux, c'est bien pour commencer la journée, il faut être tranquillou, relax, pour démarrer du bon pied, c'est pas mal. Salut Géchad et un grand merci pour ton soutien, et un grand merci également, mais dis donc, vous êtes en feu là ce matin, merci Lulu Simpson 80, salut Charlie Belfort et un grand merci aussi, et merci à Géchad, tous les trois pour vos soutiens, ça me fait également commencer la journée du bon pied, et surtout ça nous permet de pouvoir produire les vidéos et de pouvoir rémunérer surtout les personnes qui travaillent pour la chaîne. Donc un grand merci à vous. C'est grâce à vos soutiens qu'on peut continuer l'aventure. Donc un grand merci également à MasterMind001 pour ton soutien. Salut à toi. Salut à toi. Et un grand merci à Shebayou également. 28e mois d'abonnement. Pas mal. Joli score. Pour une fois que je peux voir le live, eh ben écoute, profitons-en. Salut The Garlic Snail, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu dans la chatroom, j'aime beaucoup ton pseudo. Salut Labrique, salut Néo, salut Copolaire, salut Walex, salut Melmox, à qui j'ai pas dit bonjour, je crois qu'on est pas mal. Salut, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Quand vous mélangez des lettres et des chiffres, ça devient compliqué là le matin. Là. De bon réveil, c'est compliqué. Salut Modonel. Un grand merci à Manon d'ailleurs qui offre un abonnement à Bilobule. J'espère que ce sera à l'occasion à Bilobule de découvrir du coup la chaîne. Un grand merci pour ton cadeau. Et salut Bilré, salut Laetitia et salut Melmonx. Bienvenue à tous. Salut Eliav. Mais du coup voilà, je vous ai teasé un petit peu de quoi on allait parler ce matin, mais rentrons un petit peu dans le vif du sujet pendant qu'il y a le train de la hype qui s'excite dans le chat. Merci, ça fait chaud au cœur, ça fait trop plaisir. Donc ce matin on va parler de l'iPhone Ultra, vous l'avez vu dans le titre de l'émission, il y a un petit peu ça qui circule depuis quelques jours. On verra un petit peu concrètement de quoi il s'agit, cet iPhone, nouvel iPhone, quels sont les specs, quand est-ce qu'on peut l'attendre, on verra un petit peu les rumeurs, c'est évidemment que des rumeurs à l'heure actuelle, hein. Donc à prendre avec des pincettes, et puis on prendra des nouvelles un petit peu de Twitter, hein, de la saga de notre soap opéra Twitter, avec un coup Twitter qui arrête l'accès à son API, un autre coup qui dit ah non mais on va le faire payer, et puis un autre coup on dit non mais ça sera gratuit pour ce qu'on considère bon contenu. Ok, d'accord. Elon, aujourd'hui tu t'es levé de quel pied, tu vas nous dire quoi?
On sait pas. Mais bon, c'est quand même intéressant d'en parler et c'est pas complètement à côté de la plaque par rapport à la stratégie de Twitter, donc c'est ça qui est intéressant. Après, on parlera des vagues de licenciements, donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, évidemment. Hein. On en a déjà beaucoup parlé avec les vagues de licenciements chez Google, chez Facebook et compagnie. Et ben là, on continuera. Et cette fois-ci, c'est Dell. Dell qui, a priori, lui aussi, va devoir se serrer la ceinture comme la plupart des boîtes tech. Et puis après, on rebondira sur un sujet un petit peu plus inspirant, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc là, on va avoir plusieurs sujets sur comment on va utiliser l'intelligence artificielle demain, avec notamment Microsoft qui annonce son Microsoft Teams Premium qui intégrera ChatGPT. Et puis ça vient pas de nulle part puisque Microsoft a énormément investi sur OpenAI, donc c'est assez logique qu'ils commencent à dévoiler des fonctionnalités et à vouloir monétiser ces fonctionnalités assez innovantes, et on parlera un petit peu de quoi il s'agit. Vous me direz dans la chatroom, pour ceux notamment qui utilisent Microsoft Teams, est-ce que c'est quelque chose qui vous donnerait envie d'utiliser, qui vous semblerait pratique? Moi, il y a plein de choses qui me font envie dans ce qui a été annoncé en tout cas. Et puis on parlera aussi de Google, puisque Google aussi veut pas se laisser dépasser par ChatGPT. Alors vous avez déjà parlé de la rumeur du concurrent de ChatGPT chez Google avec la rumeur de Bard. Et ben ça y est, c'est plus une rumeur, ça a été annoncé par un billet de blog hier par Google. Et puis on verra de quoi il s'agit. Et puis on terminera côté intelligence artificielle avec Getty qui officiellement a déclaré avoir déposé plainte contre Stable Diffusion, donc le générateur d'art grâce à l'intelligence artificielle. Et donc du coup, on verra qu'est-ce qu'il en est. Quels sont les fondements de la plainte déposée par Getty Images, qui est différente des trois artistes qui s'étaient un petit peu ligués également contre ces générateurs d'art, entre guillemets. Ils n'ont pas exactement le même angle d'attaque, et ce qui pourrait donner à Getty peut-être une meilleure chance peut-être de pouvoir défendre son bout de gras. On en discutera après. Et puis on ira un peu loin peut-être sur la Lune ou peut-être sur Mars, grâce encore une fois à Elon Musk et son projet Starship qui se rapproche, qui devient de plus en plus tangible, avec un potentiel test en orbite d'ici quelques semaines. C'est pas une blague, ça faisait quelques années qu'on en entendait parler, et a priori ça se rapproche. Et on parlera un petit peu de comment ça va changer la donne dans l'industrie spatiale. Et puis on terminera avec une petite pépite pour disons contrer la Saint-Valentin, on va le dire comme ça. Voilà, pour ceux qui en ont marre de croiser des photos de leurs ex dans la pellicule de leur appareil photo, et il y a une solution pour vous. Vous allez pouvoir remplacer votre ex par autre chose grâce à une application. C'est assez rigolo, donc vraiment je voulais terminer la journée là-dessus, parce que bon, c'est vrai que la Saint-Valentin c'est pas fun pour tout le monde, et donc du coup je trouve ça assez rigolo de voir ce type de détournement pour le prendre de manière un peu plus légère. Donc voilà, une application vous sauvera la vie pour ne plus avoir votre ex qui pollue votre pellicule photo. Mais ce n'est pas tout, puisque ça, c'est le programme du mug ce matin. On va aller jusqu'à 9h, max 9h30, etc. pour débriefer de l'ActuTech. Mais c'est pas tout ce matin, parce qu'on vous a concocté... 1, 2, 3, concocter une surprise ce matin avec Jérôme et Guillaume qui sont dans les coulisses de l'émission, prêts et dans les starting blocks pour prendre le relais après le mug, pour pouvoir vous faire gagner une petite surprise ce matin. Donc on parlait de commencer la journée du bon pied. Je crois que c'est difficile de faire mieux en commençant tranquillement par prendre son petit déjeuner avec des actualités tech, et ensuite peut-être avoir la chance de gagner un appareil tech. Je vous dis pas ce que c'est, petit teasing, je vous dis pas ce que c'est, mais vous aurez une chance de gagner un appareil tech juste après le mug avec la compagnie de Jérôme et Guillaume. Donc ça promet. Donc restez connectés après la fin du mug. Voilà. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa.
Et voilà, on commence les petites actualités tech ce matin avec qu'est-ce qui se passe autour de cet iPhone Ultra, mais qu'est-ce que c'est concrètement. On a iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, je sais même plus les noms tellement il y en a dans tous les sens. Et maintenant, on nous parlerait d'un iPhone Ultra. Et ben oui, qui nous parle plus précisément de l'iPhone Ultra, c'est Mark Gurman, donc le journaliste de Bloomberg, donc c'est pas rien non plus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, ce journaliste publie une newsletter tous les dimanches, voilà. Tous les dimanches, il fait ça et il donne généralement son avis sur l'actualité d'Apple. Il est quand même assez spécialisé sur Apple. C'est souvent qu'on parle de lui d'ailleurs. Et généralement, ça arrive qu'il dévoile quelques scoops en avant-première. Et justement, dans son édition du 5 février dernier, il a levé le voile un petit peu sur la rumeur de l'iPhone Ultra en 2024. Donc déjà 2024, ça vous donne un petit peu une idée de quand est-ce qu'on pourrait le voir arriver. Donc généralement c'est en septembre à la rentrée, donc ça serait rentrée 2024. Donc on a un petit peu de temps, un peu plus d'un an pour l'attendre. Je dirais presque 2 ans même, 1 an et demi on va dire. On va couper la part en deux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Mark Gurman a remarqué en fait tout simplement une petite phrase dans la publication des résultats financiers d'Apple qui ont été publiés du coup en ce début de mois avec Tim Cook qui a laissé entendre que les prix pourraient encore monter dans le futur pour l'iPhone et que les clients seraient prêts à dépenser encore plus pour un iPhone. Vous allez me dire mais c'est pas possible à cette époque d'inflation, qu'est-ce que vous voulez nous soutirer encore plus d'argent? Mais en fait la réalité de la recherche et du marché est telle que a priori il y aurait des signaux positifs pour des gens qui seraient prêts à acheter un iPhone encore plus cher. Et donc du coup, pour référence, l'iPhone 14 Pro Max coûte aujourd'hui, lui, donc le plus cher de la gamme, 1 329 €. Voilà. C'est déjà pas mal, quoi. Je sais pas si vous réalisez, je sais pas, c'était quoi dans les années, je me sens vieille là, dans les années quoi, pas 2000, mais je dirais 2005, peut-être 2010, je me rappelle plus la première sortie de ces smartphones, mais est-ce qu'on aurait imaginé un tel prix, quoi? Est-ce qu'on aurait imaginé un tel prix? Voilà, donc 1 329 € aujourd'hui pour l'iPhone, l'iPhone le plus cher de la gamme. Et du coup, suite à cette petite phrase dans le rapport financier, Mark Gurman s'est interrogé justement sur quelle serait la stratégie d'Apple pour pouvoir encourager à payer plus cher. Alors, a priori, on a la gamme d'iPhone 15 qui est déjà validée. On a 2 iPhones normaux plus 2 iPhone Pro, comme les années précédentes, les dernières années précédentes. Donc là, rien de nouveau. Ça serait un peu tard peut-être pour le voir arriver ou voir arriver un changement en 2023. Mais du coup, le journaliste suggère que Apple pourrait peut-être changer de formule pour l'iPhone 16. iPhone 16 2024. Et donc du coup, il passerait peut-être sur un iPhone standard plus 3 iPhone Pro Ultra. Voilà, différentes approches et certaines de ces sources lui ont indiqué qu'Apple serait en train d'explorer justement cette piste. Mais encore une fois, attention, on parle vraiment de rumeurs. Donc, attention à prendre avec des pincettes, rien n'est confirmé. Là, c'est des spéculations et de l'analyse sur les potentielles stratégies que Apple pourrait prendre. Mais je trouve ça vraiment intéressant, surtout sur des journalistes qui sont très connaisseurs de la marque. Je trouve ça intéressant quand même de se projeter sur qu'est-ce qui ferait sens en termes de stratégie pour Apple, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire, mais dans ce cas, c'est si on parle de l'iPhone 16, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre 2024 pour voir arriver un iPhone Ultra? Eh ben, peut-être pas, parce qu'en fait, on réalise qu'on a déjà eu la puce M1 Ultra, on a déjà eu l'Apple Watch Ultra, et donc peut-être que Apple serait déjà en train de préparer le terrain pour un iPhone 15 Ultra dès septembre 2023.
Et en effet, on parlerait notamment d'une des grosses nouveautés. Une des grosses nouveautés, ça serait l'introduction d'un zoom périscopique x5 ou x10, similaire, pour ceux qui ont suivi la sortie ou les annonces des nouveaux Samsung, similaire à celui du Samsung Galaxy S23 Ultra. Voilà. Et donc du coup, cette nouveauté serait peut-être réservée au modèle 15 Pro Max et peut-être que ça justifierait carrément un changement de nom. Alors là, encore une fois, c'est des spéculations, mais pourquoi pas? Donc, est-ce qu'il y aura un iPhone Ultra dès septembre? Au niveau du nom, c'est possible. Concernant le modèle vraiment plus cher, imaginé en 2024, là, ça sera peut-être, ça prendra un petit peu plus de temps. Peut-être que ça permettra aussi d'avoir l'USB-C en même temps pour avoir quelque chose d'un peu plus innovant, différenciant. Peut-être que ça sera réservé à l'Ultra pour l'USB-C. Si c'est le cas, ça serait super vache. Fan de l'USB-C et de mon iPhone mini. Je suis complètement délaissée par Apple. Je ne suis pas dans son cœur de cible, mais pourtant les minis sont tellement mignons. Tout ce qui est mini est mignon. Voilà, donc voici un petit peu les rumeurs qui gravitent autour de ce nom de iPhone Ultra. Donc à voir s'il y aura déjà un premier changement de nom en septembre et à voir si en 2024 il y aura vraiment un modèle avec des specs vraiment plus impressionnantes qui justifiera du coup une montée de prix sur ce modèle Ultra. On pourra revenir sur le mug du 7 février 2023 pour voir si les prédictions étaient justes ou pas. Je pense que d'ici là, on aura plein d'autres rumeurs qui viendront étoffer un petit peu ce sujet, mais on vous tiendra évidemment au courant. Il y a Blobina Bottle qui nous dit Team Mini. Oui, Team Mini. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. J'ai jamais acheté d'iPhone à plus de 1 000 € et ça sera jamais le cas en tant que pauvre, ça se corse. J'ai envie de te dire, déjà acheter un iPhone, si c'est un iPhone 9, c'est déjà un sacré investissement, quoi. Après, en reconditionné, il y a des très très bonnes affaires, un peu plus accessibles, mais c'est vrai que l'iPhone est quand même pas, enfin ça reste haut de gamme, comme les Samsung aujourd'hui, voilà, les Samsung ça reste haut de gamme. Sans faire exprès d'ailleurs, petite anecdote. J'étais allée boire un verre avec des collègues, c'était quand, en janvier, je sais plus exactement quand, et je marchais avec un collègue pour me rendre au bar, et il me disait je suis tombée sur une vidéo Nowtech où vous conseillez des nouveaux smartphones. Il me fait vous parlez beaucoup des iPhones, moi j'ai toujours été sur Android, je vois pas trop l'intérêt des iPhones et d'Apple, etc. Et puis naturellement, je discute avec lui, mais sans planifier de le convaincre d'adopter Apple ou quoi que ce soit. Mais je lui dis oui, enfin, tant qu'on n'a pas essayé, on se rend pas compte en fait de la différence d'expérience. Alors après, petite déclaration, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'Android, donc moi-même je suis un petit peu rouillée. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, moi à l'époque où j'avais des Android, ça remonte à quelques années, il y avait vraiment quand même une différence de qualité, d'intégration des services, du hardware, du software, etc. Et il y a tout un écosystème qui te rend en fait la vie beaucoup plus facile en fait. Et bon après moi c'est mon avis. Et donc on en discutait de manière informelle vraiment. Et puis genre la semaine suivante il me dit bon Marion, j'aurais pas pensé mais j'ai changé pour un iPhone et je vois vraiment la différence. J'ai halluciné. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il son smartphone ne marchait plus, donc il avait vraiment besoin d'en changer, mais je m'attendais pas du tout à le convertir vers Apple. On devrait avoir des liens d'affiliation si seulement. Mais voilà, petite anecdote rigolote, comme quoi un utilisateur de longue date d'Android, lui aussi, a reconnu en tout cas l'intégration et l'expérience d'Apple. Et c'est intéressant, c'est là où on se rend compte que vraiment une expérience de qualité intégrée de cette manière-là, ça peut justifier un changement, quoi. Alors pas pour tout le monde, parce que ça dépend vraiment ce qu'on recherche et ses besoins, mais pour certains, quoi. Flonflon, le jour où j'ai rencontré Marion, j'ai pris 3 forfaits chez Alan. Ah si seulement.
Petite info pour ceux qui se demandent c'est quoi et c'est qui Alan. Alan, c'est la boîte pour laquelle je travaille. C'est une start-up dans l'assurance santé, dans la santé. Voilà, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller vous renseigner sur le site internet d'Alan. Il y a Axiominus d'ailleurs qui corrobore mes propos. Il me dit: je viens de repasser chez Apple et c'est bien plus agréable. Là on est en train de faire pleurer tous les Android lovers. Je pense que Guillaume est en train de s'arracher les cheveux dans la cuisine. Il y a Carmine qui dit: en indépendant je suis aussi chez Alan. Love. Bref, je suis pas là pour faire de la pub pour Alan ou pour Apple, hein, d'ailleurs, mais je voulais juste vous partager la petite anecdote avant de passer d'ailleurs à l'article suivant. Quand même, les Android se manifestent, merci. En tant que bidouilleur, je ne veux pas utiliser d'iPhone. Alors ça, je comprends tout à fait un de vous, c'est un très très bon point. Vive les Samsung Android, vive la team Android. Ça fait plaisir, un peu de diversité dans la chatroom. Axiominus, j'ai été très longtemps chez Android avant, ouais. Mais après, c'est intéressant juste pour ouvrir ses chakras, de changer. Après, ça peut être un peu douloureux quand on a tous ces services dans un endroit, mais c'est hyper intéressant de changer d'expérience. Arrêtez de nous troller, on vous aime, les Android. S23 Ultra Forever. C'est beau. Bon allez, avant de lancer le prochain article, on va quand même remercier tous ceux qui nous soutiennent là. Je sais pas ce qui s'est passé encore. Je crois que j'ai pas mentionné tout le monde. Un grand merci à Thilo21, un grand merci à Léa UD69. Si ça avait été Léa du 69, ça aurait été plus simple, mais c'est Léaude, peut-être. Léaude 69, je sais pas comment le prononcer. Mais galère de prononciation de pseudo. Un grand merci également à Razort, Romuald 75, à tous les 5 que je viens de citer, et Sainte de Cannes, que j'avais pas cité d'ailleurs parce que tu viens de le faire. Un grand merci à tous les 5 pour vos soutiens. Vraiment, ça nous aide, ça nous permet de continuer l'aventure et de pouvoir rémunérer toute l'équipe. Un grand merci à vous. Et donc, du coup, prochain article. Prochain article, on voulait parler un petit peu de Twitter. Qu'est-ce qui se passe du côté Twitter? On va faire vite, hein, parce que le but, c'est pas non plus de déblatérer sur toutes les frasques d'Elon Musk, mais là, cette news, c'est assez importante. Alors, on avait discuté déjà quand ça s'était passé. Twitter avait bloqué l'accès à son API aux applications tierces. Alors, on se rappelle... Il y a différentes applications qui existent, certaines plus ou moins utiles ou plus ou moins aimées ou chéries de la communauté Twitter, mais en tout cas... voilà, on avait notamment des bots comme Make It a Quote ou Color Chamber qui existent pour se divertir, etc. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment utilisés et vraiment appréciés des fans de Twitter, comme Picasso, Remind Me of This Tweet, Threadreader, qui donnent des fonctionnalités assez utiles sur Twitter qui ne les a pas encore, et notamment... de pouvoir prendre des screenshots, de pouvoir définir certains rappels pour certains tweets, ou tout simplement de permettre de lire des threads de manière plus agréable, de manière organisée, etc. Donc il y a vraiment eu... un gros choc lors de l'accès à l'API Twitter, une incompréhension, un manque de communication aussi à cette toute communauté de fans qui s'étaient mobilisés pour faire ces bots. Et donc voilà, ça avait été assez décrié par la communauté des développeurs. Et notamment, on avait vu du coup... que Tweetbot, Twitterific malheureusement n'était plus disponible. Ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk a annoncé la semaine dernière que les développeurs maintenant, c'était pas définitivement fermé, mais que les développeurs maintenant pourraient s'inscrire pour un abonnement payant basique qui leur permettrait un accès à l'API Twitter à partir du 9 février prochain. 9 février prochain, c'est ce jeudi, donc cette semaine.
Et donc du coup, Elon Musk avait expliqué et justifié un petit peu cette proposition d'abonnement pour avoir accès à l'API Twitter en disant bah oui, l'API à l'heure actuelle en format free, bah, en fait elle est utilisée un petit peu pour tout et n'importe quoi, jusqu'à avoir des bots qui scamment, arnaquent et spam. Et donc ça c'est pas une bonne expérience pour les utilisateurs. Et donc du coup, bah, le fait de devoir payer $100 par mois d'abonnement pour pouvoir utiliser l'API, alors c'est pas la seule mesure, il faudra payer, mais également donner une preuve d'identité vérifiée, va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation ou moins d'utilisation mauvaise de l'API. Alors évidemment, ça avait déclenché pas mal de critiques de la communauté des développeurs. Ça change un petit peu le modèle parce que s'il faut commencer à payer $100 par mois, bah, il va falloir aussi pouvoir rémunérer. Ça va déjà être un business model assez compliqué pour ces bots, mais c'est un coût supplémentaire qu'il va falloir absorber dans des coûts pour les membres qui vont être répercutés évidemment pour les membres de ces utilisateurs de bots. Et donc du coup, beaucoup de ces développeurs d'applications tierces et de bots ont annoncé que de toute façon, ils allaient fermer leurs bots avant la deadline du 9 février prochain. Voilà. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est pas forcément complètement étonnant et complètement incohérent de la part de Twitter. C'est-à-dire que depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme, il essaye par tous les moyens, on peut un peu dire ça, en effet, par tous les moyens, de trouver des moyens de monétisation de Twitter. Et c'est vrai que ça a toujours été le gros problème, ou en tout cas le gros point d'interrogation de Twitter, c'est son modèle de rémunération. Pendant longtemps, ils ont espéré pouvoir monétiser avec de la pub, mais ils galèrent parce qu'il faut dire que quand même Twitter est réservé à un certain nombre de populations avec des profils très spécifiques qui n'intéressent pas forcément tous les annonceurs, etc. En plus, avec les changements liés à la publicité ces dernières années, ça a fait évidemment baisser la valeur de la publicité en ligne, et donc du coup ça a blessé, heurté tous les business qui se reposent uniquement sur la publicité, et donc du coup c'est normal, ou en tout cas c'est attendu que Twitter essaye d'autres moyens de rémunération. Donc entre autres, on avait vu l'abonnement de $8 par mois pour permettre à des utilisateurs d'être vérifiés. On avait vu également l'offre pour les marques, pour permettre aux marques de garder leur petit badge gold doré. Leur petit badge doré de vérification aussi pour les marques à hauteur de $1000 par mois. Il faut avoir envie de son badge doré, mais en même temps, c'est vrai que des faux comptes de marque, ça peut blesser aussi la réputation de la marque. Donc c'est vrai que c'est un vrai danger. Donc à voir si les marques seraient intéressées. Moi, je serais assez curieuse de voir les datas ici. Et donc du coup, tout simplement, de penser à monétiser l'accès à l'API, c'est assez logique. Et c'est pas le seul business Twitter à monétiser son accès à l'API. Donc voilà, c'est un modèle de business qui existe aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas forcément étonnant. Mais c'est vrai que ça n'a pas été géré, encore une fois, de manière très diplomatique, très, très engageante. C'est-à-dire ils ont quand même mis un gros coup de poing dans la gueule de toute la communauté de développeurs de bots en arrêtant l'accès à l'API du jour au lendemain, sans communication, etc. Et puis alors maintenant, ils annoncent ça sera payant. Et maintenant, la dernière sortie d'Elon Musk, c'est que on va permettre un certain niveau d'accès gratuit à l'API Twitter. Et il mentionne dans son tweet, Elon Musk, que ça sera pour du bon contenu. Alors là, qu'est-ce que c'est du bon contenu ? Là, c'est typiquement le sujet popcorn, quoi. Tu prends ton popcorn et tu regardes un petit peu les différents messages qui vont sortir et comment chacun va s'arracher les cheveux pour essayer de définir et de défendre qu'est-ce que ça veut dire bon contenu. Donc là, moi, j'attends de voir ça. Pour l'instant, ça veut rien dire. Pour l'instant, on n'a aucune règle, aucune clarté sur quel type de service serait autorisé pour utiliser gratuitement l'API. Est-ce que ça serait exactement le même accès que pour l'accès payant, ou est-ce que ça serait limité à un certain usage? À voir. En tout cas, c'est une pente assez dangereuse, quoi. Voilà.
Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Oui, tu me dis, Lenny Alvaro, c'est intéressant ce que tu dis. Les scammers n'auront aucun problème à payer parce que de toute façon, ils arnaquent les gens. Par contre, les petits devs qui font des tools sympas arrêteront. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas l'argent, quoi. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein, j'ai des gros doutes sur la valeur de faire payer. En tout cas, pour Twitter. Je pense que dans d'autres contexte, ça peut vraiment marcher. Mais là, après, je veux pas être, je veux pas être définitive, mais c'est vrai que ça me paraît tout un peu trop tard et du coup un petit peu dangereux pour Twitter, quoi. Oui, on a déjà parlé des iPhones. Je fais ce que je veux. Désolée, tu pourras regarder le replay si c'était le sujet qui t'intéressait. Donc voilà, en tout cas, pour Twitter. On continue avec une news qui est pas bonne. C'est jamais une bonne nouvelle d'annoncer malheureusement des licenciements. Et cette fois-ci, c'est Dell qui annonce se séparer de 6650 employés maintenant qui font face à des ventes d'ordinateurs personnels qui se stabilisent, quitte à se réduire un petit peu. Et donc, du coup, ils prennent des mesures drastiques en vue du contexte macroéconomique largement négatif et pas favorable en se séparant de 5% de la masse salariale de la société Dell. Voilà. Et donc, on avait justement le co-chief operating officer Jeff Clarke qui s'était exprimé dans un mémo qui a été vu par Bloomberg. C'est Bloomberg qui partage cette news. Il n'y a pas eu d'annonce publique auprès des journalistes, mais c'est une note, un mémo de Jeff Clarke qui a été vu par Bloomberg, dans lequel il mentionne que justement Dell fait face à des conditions de marché très compliquées qui continuent à entamer les parts de marché de Dell et le chiffre d'affaires de Dell et qui rend le futur très très incertain pour la boîte et qui donc nécessite de prendre des mesures. Voilà, donc ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu le headcount, donc le nombre d'employés chez Dell. Donc là, vous pouvez voir un petit peu à travers les années, depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et avec le plan de réduction annoncé, qu'est-ce que ça représente ? Ça veut dire que tout simplement le plan de réduction d'effectifs ramènerait Dell à une taille d'effectifs qui revient à même avant 2017 ici en termes de nombre d'employés. Donc oui, on est en suppression d'emplois de masse. Grolb, on va pas se leurrer ici. C'est clairement ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que dans le contexte auquel ils ont fait face, alors je cherche pas d'excuses, mais c'est intéressant d'analyser le contexte. C'est que Dell, comme beaucoup de constructeurs d'ordinateurs personnels et voilà, ils ont fait face à un gros boom de vente d'ordinateurs suite justement à la pandémie et donc il y avait eu beaucoup de demandes à ce moment-là, sauf que dès le 4e trimestre 2022 ça a grandement baissé, donc il y a eu un gros boom et après évidemment ça s'est calmé, ça a même baissé et donc Dell a vu le plus gros déclin en termes de vente d'ordinateurs personnels avec une chute de 37% comparé à la même période en 2021. Donc c'est pas rien quand même, une chute de 37%, pardon. Et donc évidemment ça impacte du coup les revenus. Pour info, Dell génère 55% de ses revenus grâce à la vente de ses ordinateurs personnel. Donc évidemment, quand il y a une baisse de 37% sur les performances de vente sur son marché qui génère plus de la moitié de ses revenus, évidemment, c'est jamais très bon pour Dell, quoi. Voilà. Donc évidemment, Clarke a dit que les précédentes mesures qui avaient été prises par la boîte, donc ils avaient pris notamment des mesures pour réduire les coûts, pour mettre en pause les recrutements, heureusement, pour limiter les voyages, etc. Et que désormais, ce n'est plus suffisant. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient forcés de prendre des mesures de licenciement.
C'est pas les seuls, ça fait de nombreux mugs maintenant qu'on parle de licenciements en masse dans le secteur de la tech dans les derniers mois, et puis plus précisément dans le secteur des ordinateurs, c'est pas les seuls non plus, parce qu'on avait eu HP Inc., qui était également exposé sur le marché du PC, avait annoncé en novembre une réduction de ses effectifs de 6000 employés. On a également Cisco et International Business Machine Corp qui chacun ont annoncé qu'ils allaient éliminer 4000 employés. Donc voilà, c'est pas les seuls, c'est juste le suivant dans une longue série malheureusement de sociétés qui doivent prendre des mesures où on était au préalable dans un secteur qui était en forte croissance et notamment avec des effets de pandémie et qui aujourd'hui se retrouve exactement à l'inverse avec le marché qui se contracte et donc du coup la nécessité pour ces business, pour préserver du coup ces boîtes, de réduire la masse salariale. Et donc du coup, c'est ce qu'on regardait un petit peu dans le nombre d'employés à travers les années pour Dell. Cette réduction d'employés représente le nombre d'employés le plus bas depuis 6 ans. Pour Dell, donc c'est quand même assez impressionnant. À voir combien de temps ça va durer ce climat, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'en 2022, les boîtes se sont un peu serré la ceinture et que finalement ils ont attendu fin 2022 pour annoncer ce genre de mesures de licenciement, parce que ça veut dire très probablement qu'ils n'anticipent pas un marché qui redeviendra favorable, en tout cas en 2023. Et que peut-être ça va durer encore plus longtemps. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent ce genre de mesures pour essayer de survivre à ce climat macroéconomique négatif pendant quelques temps, quoi. Donc à voir. J'ai dit éliminer les employés, j'espère pas. J'ai dit, je préfère dire se séparer d'employés. Les employés sont encore vivants. Oui, mais c'est ça, je suis assez d'accord avec toi, Manon. Tu mentionnes que la pandémie a créé un sorte de cycle pour le renouvellement du parc ordinateur et tout le monde voudra renouveler en même temps. Oui, non, je pense qu'en tout cas, l'effet peut être plus ou moins accentué. Je pense qu'avec la pandémie, on a eu l'enjeu de pouvoir avoir des ordinateurs mobiles pour pouvoir travailler depuis chez soi avec un grand mouvement de travail à distance et de pouvoir emporter son ordinateur, etc. Et donc du coup, ça a généré beaucoup de ventes. Beaucoup de personnes aussi qui n'avaient pas forcément renouvelé l'ordinateur, mais en passant beaucoup de temps chez eux, ont voulu investir aussi. Donc je pense pas que c'est toujours par cycle, mais en tout cas là, l'événement, le contexte qui s'était passé avec la pandémie avait boosté ce type d'achat. Donc à voir comment ça va se passer dans le futur. Je vous propose de continuer et puis on va parler un petit peu intelligence artificielle ce matin. Je voulais vous parler notamment de l'annonce de Microsoft qui annonce Microsoft Teams Premium avec notamment des fonctionnalités qui vont utiliser la technologie de OpenAI. On en avait parlé un petit peu, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de OpenAI depuis 2023, mais même avant, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, Teams Premium est disponible avec des fonctionnalités déjà disponibles grâce à ChatGPT. Donc principalement c'est GPT 3.5, le modèle de langage, Et en quoi ça va permettre de booster un petit peu les fonctionnalités de Microsoft Teams ? C'est ça qui est intéressant. Microsoft Teams, c'est un logiciel qui vous permet de communiquer et d'échanger avec votre équipe généralement au travail. C'est utilisé dans le contexte du travail, vendu aux entreprises dans la suite Office et compagnie. Et du coup, vous allez, pour ceux qui connaissent Slack, c'est un compétiteur de Slack, et donc vous allez pouvoir échanger, faire des appels vidéo, suivre des sujets, etc., avoir des chats, des channels, vous allez pouvoir échanger. Ça commence fort, il y a Vexug qui nous dit Teams, ça te plaît ? Alors moi je ne sais pas, j'ai jamais utilisé Teams parce qu'en fait c'est généralement la boîte qui utilise qui choisit les outils, et donc nous on avait choisi Slack dès le début.
Déjà que les managers racontaient n'importe quoi en réunion Teams, maintenant ils seront en plus appuyés par une AI qui raconte beaucoup de bêtises aussi. Bah non, Manon. Justement, si tu pensais que tes managers racontaient beaucoup de bêtises, mais qu'il n'y avait pas de traces écrites de ce qu'ils racontaient, donc pour leur dire non mais tu te rappelles, t'as dit ça, ben la AI va pouvoir clarifier ça et les rendre responsables de leurs propres propos. Il n'y aura plus de est-ce que tu te souviens quelle décision on a prise et pourquoi on l'a prise comme ça et qui l'a prise. Là, tu ne pourras plus faire l'autruche puisque justement Microsoft Teams va t'aider à prendre des notes sur justement qu'est-ce qu'il t'a dit. Il va pouvoir te permettre aussi de faire une timeline de la réunion pour pouvoir scroller et retrouver des moments intéressants pour toi. Donc concrètement, quelles sont les fonctionnalités qui vont être proposées avec Microsoft Teams ? Alors, il va y avoir la génération de notes automatique. Je trouve ça génial. Donc, c'est une fonctionnalité de résumer un petit peu qu'est-ce qui s'est dit durant la réunion, ce qui est assez critique pour le bon succès d'une réunion. Généralement, pour qu'une réunion fonctionne, tu as un ordre du jour pour savoir pourquoi on se rassemble, quel est le but de ces réunions et vérifier qu'à la fin, vous avez bien atteint le but de la réunion. Sinon, c'est juste un café où tout le monde perd son temps. Sauf si le but, c'est juste de reconnaître l'équipe. Hein, évidemment, tu peux avoir des réunions, c'est juste... des moments où tu as juste envie d'échanger avec l'équipe de manière informelle, mais là, c'est différent. Le but d'une réunion, généralement, c'est de résoudre un problème ou de se mettre d'accord sur quelque chose. Donc voilà, là, une des fonctionnalités de Teams qui va être propulsée, entre guillemets, j'ai du mal à trouver les mots en français, par GPT, ça sera du coup de pouvoir générer des notes automatiquement, de pouvoir générer également des tâches, mettre en avant des passages spécifiques dans le meeting, c'est-à-dire que le meeting vidéo va être enregistré et vous allez avoir une timeline où vous pourrez voir à quel moment chaque interlocuteur a pris la parole et à propos de quoi. Et donc, vous allez pouvoir potentiellement retrouver facilement un moment où quelqu'un a pris la parole. Il y a également la possibilité de, si vous êtes mentionné à un moment donné par quelqu'un, vous aurez un petit marqueur qui ressortira pour que vous puissiez retourner là pour vous rappeler exactement qu'est-ce qui a été dit vous concernant. Peut-être que c'était une tâche qui vous incombe, etc. Donc ça, c'est hyper pratique. Et ça sera également disponible si vous n'étiez pas là au moment de la réunion. Donc là aussi, c'est intéressant. Il y a d'autres fonctionnalités, pas forcément liées d'ailleurs à l'intelligence artificielle, du type... avoir des templates de meeting, pour structurer un petit peu plus, avoir des fonctionnalités type watermark pour protéger le contenu partagé durant les meetings, etc. Voilà, donc il y aura les notes, les mentions, carrément un transcript intégral de la réunion qui sera disponible et donc qui rendra beaucoup plus facile la possibilité de chercher les sujets qui ont été abordés, de retourner à l'endroit intéressant. Il y aura du coup un découpage de la timeline du meeting avec des sujets et des chapitres. Voilà. Donc voilà, donc en gros c'est un petit peu ça la vision. Moi je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui font de la recherche utilisateur, il y a déjà des outils. Donc, recherche utilisateur, c'est une pratique qui va vous permettre de mieux comprendre les besoins de vos utilisateurs, de vos consommateurs, pour pouvoir influencer la stratégie de la boîte, pour pouvoir à la fois répondre à un enjeu utilisateur, mais également pouvoir répondre à un enjeu business. Parce qu'en fait, si vous sortez des services, mais que ça répond à aucun besoin, en fait, ça sera utilisé par personne. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu à comprendre le point de vue utilisateur. C'est le but de la recherche utilisateur. Et donc, ça peut passer notamment en menant des entretiens, des interviews avec des consommateurs ou des utilisateurs pour comprendre un petit peu pourquoi ils utiliseraient ou pas un tel service, quels sont leurs besoins, comment ils y répondent aujourd'hui, etc. Et donc, du coup, il y a des outils pour enregistrer ce type d'entretien qui vont automatiquement créer des transcriptions de l'entretien et qui vont taguer, faire des notes pour pouvoir facilement revenir sur l'entretien et pouvoir ressortir des insights, des apprentissages sur les besoins des consommateurs de manière plus facile. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'on déporte ça peut-être de manière encore plus intelligente grâce à l'intelligence artificielle avec Microsoft Teams. Mais je ne suis pas du tout étonnée parce que c'est vrai que l'importance de prendre des notes et de pouvoir s'assurer que
on a bien pu suivre que toutes les informations ont été transmises et que chacun puisse les retrouver, c'est un enjeu qui est devenu de plus en plus important, et notamment avec le travail à distance. Avec le travail à distance, tout le monde n'est pas disponible sur place dans les bureaux. Il y en a qui sont pas forcément disponibles au moment de la réunion, puisque du coup, travail à distance inclut peut-être un peu plus de flexibilité, où chacun va gérer son emploi du temps, etc. Et donc, du coup, va peut-être moins favoriser ou moins faciliter d'avoir tout le monde dans une même pièce à un moment donné de la journée. Et donc, du coup, de pouvoir rattraper plus tard qu'est-ce qui s'est dit durant la réunion, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, certaines fonctionnalités sont déjà disponibles aujourd'hui. D'autres, d'après Microsoft, vont arriver dans le second trimestre 2023. Voilà. Donc, ça va arriver très bientôt, mais ça n'est pas encore. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft aussi a un petit peu musclé son modèle de business, puisqu'il a fait passer certaines fonctionnalités qui étaient dans le modèle de base en les mettant accessibles seulement avec l'abonnement premium, notamment les traductions de sous-titres en live, ou d'autres exemples de fonctionnalités. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Et donc voilà, donc du coup le modèle business, c'est que Microsoft lance du coup une période d'essai de 30 jours pour Microsoft Teams Premium. Comme ça vous permet de tester les fonctionnalités Premium gratuitement pendant 30 jours. Ça a été lancé dès décembre 2022. Et du coup... ça vous permettait notamment de tester les fonctionnalités qui ont été annoncées aujourd'hui. Et du coup, il y a maintenant un modèle d'abonnement pour Microsoft Teams Premium qui s'élève à un premier prix de $7. $7 où du coup, c'est relativement peu cher. $7 par mois par utilisateur. Après, en fonction du nombre d'utilisateurs, la facture peut vite augmenter. Et ça, ce prix sera valable jusqu'au 30 juin 2023. Donc ça vous permet de tester un prix plus avantageux, en tout cas le service. Et puis après le 30 juin, le prix augmentera à $10 par utilisateur par mois pour être le prix standard proposé pour cet abonnement. Voilà. Donc c'est assez logique parce que si les fonctionnalités sont pas toutes disponibles, c'est très logique que pour pallier à ça, ils vont vous faire un prix plus avantageux, à voir si ça va intéresser finalement les entreprises. Moi, je suis assez curieuse de voir si ça va être adopté. Est-ce que vous, ce type de fonctionnalité de prise de notes automatique, de transcript, de pouvoir mettre en avant certains passages par interlocuteur ou lorsque vous êtes mentionné, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Manon qui nous dit, en vrai, c'était le job du chef de projet, on est d'accord qu'il ne sert plus à rien. Ah bah dis donc, la description du rôle du chef de projet, elle est assez limitée, Manon. Si c'est prendre des notes sur les meetings, j'espère quand même qu'ils ont un peu plus de valeur dans la boîte, tes chefs de projet. Elles arrivent quand, ces fonctionnalités AI FISRM? Donc certaines sont déjà disponibles, toutes ne le seront pas encore, elles seront au plus tard disponibles sur le second trimestre 2023. La transcription existe déjà dans Teams. Ouais, mais a priori, elle sera peut-être plus performante avec GPT. Je pense, hein, c'est mon interprétation. Côté sécurité, l'article explique que le chat envoie les données au serveur Microsoft pour donner la puissance à l'intelligence artificielle pour prendre note de la réunion en texte. Ça peut être dangereux. Alors, Wendigo, généralement, il y a des process pour ça, pour limiter justement le danger, ou soit ils vont avoir un délai où ces données sont sur le serveur très limité. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec les modèles d'intelligence artificielle, notamment les images ou textes, etc. C'est que c'est stocké provisoirement juste pour te donner le retour intelligent derrière, et qu'après, c'est supprimé. Donc je suis pas certaine. Justement, Microsoft, ils ont vraiment mis l'accent sur la sécurité. Alors j'avoue que j'ai pas vu ce passage spécifique là dans l'article de mon côté, mais
Non, je ne l'ai pas vu, hein, en tout cas. Mais non, généralement, ils ont mis en place des sécurités, justement. Je trouve que c'est quand même à destination des boîtes. Donc, évidemment, il y a des enjeux de sécurité, de données qui vont être discutés durant les meetings qu'il faut protéger, quoi. Donc, non, je pense qu'ils ont mis en place les sécurités nécessaires. Après, j'ai pas vu le détail, j'ai pas vu ce point-là. Voilà. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer le RGPD avec une IA sur un serveur externe qui analyse et note tout ce qui se dit. Vous avez l'air très inquiet par ça. Le RGPD n'empêche pas de faire ça, hein. Attention, il y a peut-être des mythes autour du RGPD. Mais en fait, le RGPD stipule que si l'utilisation des données est justifiée et raisonnable en fonction de l'utilisation, il faut que d'abord l'utilisateur soit informé de ça. Et après, voilà, il y a des règles à respecter sur justement comment c'est géré. Mais mis à part ça, ça marche, hein. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique de caméra en surchauffe. Voilà, donc non, le RGPD n'empêche pas forcément de faire ça. C'est vraiment lié à l'utilisation. Donc, à voir. C'est sûr que c'est très intéressant. Il faudra penser dans la stratégie des entreprises à ce que l'on va faire de ce surcroît massif de données qui vont être stockées et la plupart du temps non traitées. Ouais, Argonaut 31. C'est un bon point. C'est un bon point. Et tu vois, par exemple, moi, dans ma boîte, on a toujours l'habitude de prendre des notes. Voilà, on fait peu de réunions, mais si on en fait, on a toujours un ordre du jour. De toute façon, la règle, c'est s'il n'y a pas d'ordre du jour, tu fais pas de réunion. Genre, t'as le réflexe de d'accord, tu m'as calé une réunion, mais tu peux me dire pourquoi. Et si je suis pas d'accord sur l'utilité d'une réunion, je vais le challenger, quoi. On peut le faire peut-être en asynchrone, par écrit, etc. Donc déjà, voilà, il y a ce premier enjeu de... déjà, s'il n'y a pas d'ordre du jour, c'est pas bon, quoi. Et puis après, il y a toujours quelqu'un qui prend des notes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on veut pouvoir documenter les prises de décision, de pourquoi on a pris cette décision, pour qu'on puisse plus facilement réouvrir le sujet. Si on a une nouvelle information qui tombe ou un contexte qui change, on veut pouvoir réévaluer la décision qu'on avait prise avec cette nouvelle lumière, quoi. Et donc, du coup, si on n'a pas les raisons de pourquoi on a pris cette décision dans un premier temps, on va juste perdre du temps. Donc, la prise de notes, c'est une habitude à prendre. Et en fait, ça ne te coûte pas beaucoup de temps, quoi. Tu le fais et ensuite, on a une manière de documenter les prises de décision. Dans ma boîte, on utilise GitHub et les issues. Où du coup, pour chaque problème à résoudre, ou chaque sujet où il doit y avoir une prise de décision, on ouvre une espèce d'article de blog où on explique le contexte, on propose, on essaye de définir le problème, et en fonction de ce problème, on va proposer une ou plusieurs pistes pour régler le problème ou avancer sur le sujet. Et ensuite, on a du coup toute la documentation de la prise de décision. Et donc, du coup, de la même manière, si tu as une réunion, on va partager ensuite ces notes pour que toutes les personnes qui en ont besoin sont au courant, on puisse les retrouver. Voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des moteurs de recherche, une manière d'organiser l'information, mais après, généralement, en tout cas, moi, j'adore parce que je peux retrouver, du coup, je peux faire de l'archéologie de prise de décision. Et ça aide, en fait. Ça aide parce que certaines décisions ont été prises il y a très longtemps, donc ça vaut la peine de peut-être les réouvrir parce que le contexte a changé, l'usage a changé, nos utilisateurs sont plus exactement les mêmes. Voilà, et donc ça aide beaucoup, en fait. Et du coup, ça te permet de récupérer tout le contexte, donc tu gagnes du temps aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ouais, il faut différencier aussi la connaissance de base de la boîte et toute la documentation de prise de décision. Et il faut pouvoir faire le lien entre l'un et l'autre, quoi. À voir. Mais moi, je trouve ça assez fascinant ce qu'ils proposent, quoi. Marion avec son chapeau et son fouet à la recherche de la note de réunion perdue. Bah oui, non, mais c'est juste une manière... c'est vrai que je parais un peu stricte quand je parle comme ça, mais ça permet juste de pouvoir avoir...
toutes les équipes, enfin toutes les personnes qui en ont besoin, pouvoir retrouver la documentation et ne pas se sentir largué, en fait. Dire non mais je comprends pas d'où ça vient ça, pourquoi cette décision a été prise, c'est pas logique, etc. Non mais attends, tu sais quoi ? Voici où ça a été pris, et puis si tu veux, tu réouvres le sujet si tu penses que c'est nécessaire, quoi. Et chacun a cette possibilité. En mode Indiana Jones. Pas mal. Donc voilà, en tout cas, pour Microsoft Teams, moi, en tout cas, je suis bien hypée par ce qu'ils proposent, quoi. Je vais voir si ma caméra va mieux. Est-ce qu'elle accepte de revenir ? Elle accepte de revenir ? Non ? J'ai peut-être... Ah voilà, elle est là. Je suis de retour en face et je vous propose d'enchaîner avec l'autre sujet d'intelligence artificielle et cette fois-ci c'est chez Google. Après Microsoft, on bouge chez Google. Qu'est-ce qui se passe chez Google ? Alors on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, c'était la rumeur justement de son concurrent à ChatGPT dans son moteur de recherche donc de Google. Et ça y est, il a été officiellement annoncé dans un blog, dans un billet de blog qui est paru hier, tout simplement, où Google annonce réellement son concurrent à ChatGPT qui s'appelle donc Bard. Notre ami Bard, il est basé sur Lambda ou L-A-M-D-A, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer. Donc c'est un modèle de langage neuronal conversationnel développé par Google et il va être directement intégré. Donc notre Bard va être directement intégré au moteur de recherche dans les prochaines semaines. Et donc du coup, qu'est-ce que ça permettra de faire ? Tout simplement, ça permettra à Bard de directement répondre à une question en analysant son contexte. Donc là, vous avez, je vais vous partager un petit exemple ici. La question c'est... Est-ce que c'est le piano ou la guitare qui est le plus facile à apprendre et combien de pratiques chacun nécessite ? Voilà, qu'est-ce qui est le plus facile à commencer entre la guitare et le piano et quelle quel temps de pratique ça nécessite pour chaque. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, vous avez le premier texte de la page qui est en fait généré par Bard, donc l'intelligence artificielle de Google, où il informe que certains disent que le piano est plus facile à apprendre parce que les mouvements des doigts et de la main sont plus naturels et que apprendre et mémoriser les notes peuvent être plus faciles. D'autres disent que c'est plus facile d'apprendre les cordes de guitare et que tu peux apprendre à faire les mouvements sur les cordes pour générer du son en quelques heures. Donc, c'est relativement rapide. Ils disent aussi que les profs de musique recommandent de pratiquer au moins 1 heure par jour, surtout au début, parce qu'il y a une mémoire de la main aussi et des gestes à appréhender. Et il renseigne également que pour atteindre un niveau intermédiaire, il faut environ 3 à 6 mois de pratique régulière pour la guitare et 6 à 18 mois pour le piano. Voilà, donc là, ça vous donne un peu une idée. Je n'ai pas vérifié les informations, mais ça ne me paraît pas déconnant. Parce que moi, j'avais un peu appris la guitare au lycée. Et 3 à 6 mois, en effet, ça me paraît tout à fait ça. Voilà, je ne peux pas dire pour le piano. Mais le piano, moi, me semble plus difficile, déjà avec le solfège et compagnie, quoi. Mais bon. Moi, j'ai pas appris le solfège. J'ai fait ma feignante. Donc voilà, là, vous avez un exemple du coup de réponse de Bard. Et donc, c'est pas un lien vers une page, c'est vraiment une réponse générée par Bard. Il y a Wendigo qui nous dit c'est le piano le plus facile. Tu appuies sur une touche et hop, une note. Une guitare, tu sais pas placer ta main, c'est mort, pas de note, mais du bruit. Ouais, pas tout à fait d'accord, mais. Manon nous dit qu'elle a testé les deux. Et elle a dit c'est la guitare le plus facile. Je suis assez d'accord avec toi, Manon. Mais moi, j'ai pas testé le piano, donc je suis biaisée. Le piano, je pense que c'est plus difficile car il faut faire 2 choses différentes avec chaque main. C'est pareil pour la guitare. T'as une main sur les tabs et t'as une main sur les cordes. Si tu fais que l'un ou que l'autre, c'est compliqué. Ça ne marchera pas.
Donc tu as aussi cette notion de coordination des mains. Alors que finalement, le piano, tu peux commencer à jouer avec une main aussi. Enfin, je crois. Hein. Encore une fois, j'ai pas appris le piano. Bref. Le sujet, c'était pas la musique, mais c'était de vous donner un exemple justement de réponse générée par Bard. Et donc du coup, l'une des différences fondamentales entre Bard et ChatGPT, parce que ça c'est intéressant, en quoi l'un est plus intéressant que l'autre potentiellement. En tout cas, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est, contrairement à ChatGPT, dont la base de données, elle, s'arrête à la fin de l'année 2021, c'était une des limitations de ChatGPT, Bard, lui, est capable d'accéder à des informations récentes. Il a accès au web. Donc ça peut représenter un danger, puisque du coup... comment il va gérer les informations chaudes ou les informations de désinformation qui circulent sur le web, etc. Est-ce qu'il va être capable de les reconnaître? Est-ce qu'il va y avoir de la modération sur des sujets sensibles? Ou est-ce que finalement on va désactiver Bard sur des problématiques ou des sujets sensibles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Bard sera connecté au web et donc permettra de donner aussi des informations sur l'actualité récente. Un exemple, c'est demander à Bard d'expliquer voilà, un enfant de 9 ans, les dernières informations disponibles sur le satellite James Webb ou les dernières avancées sur le satellite James Webb. Voilà, donc ça c'était un exemple et ça permettait du coup de tirer les dernières informations les plus récentes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès aujourd'hui, Google met Bard à disposition des testeurs de confiance. Alors, on ne sait pas trop qui sont ces testeurs de confiance. Est-ce que c'est des employés, des utilisateurs fidèles, des développeurs? On n'a pas trop d'informations pour l'instant là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que Sundar Pichai promet un déploiement large dans les prochaines semaines. Donc, ça va arriver très, très, très vite. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je ne m'attendais pas forcément à une annonce aussi rapide, à une disponibilité même à des testeurs de confiance aussi rapide. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs rumeurs qui pointaient plutôt à une annonce du concurrent Bard plutôt en mai. Et du coup, le fait qu'ils annoncent début février laisse à penser peut-être que Google a accéléré finalement ses projets de déploiement et de dévoiler Bard plutôt qu'il ne le pensait. Et ça peut expliquer également pourquoi il le lance de manière un petit peu plus discrète que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire, c'est pas annoncé en fanfare, il n'y a pas eu une keynote, etc. Donc peut-être que c'est, dans un premier temps, on l'annonce et on le met à disposition de la communauté des développeurs ou de premiers testeurs pour peaufiner, voir les problématiques que ça soulève, etc. Et puis peut-être que quand on fera la keynote durant l'été, on pourra dédier carrément toute une section à ça et on aura appris peut-être de nos erreurs aussi au préalable. En tout cas, moi je suis assez excitée à l'idée de pouvoir le tester, pour être honnête. Mais c'est vrai que c'est pas étonnant que ce serait pas déconnant de dire que Google a accéléré finalement le déploiement vu tout l'engouement et l'excitation qu'il y a autour de ChatGPT. Enfin, je veux dire, depuis que c'est sorti, on en parle toutes les semaines, tous les jours. Moi, au travail, on voit plein de potentiel, plein de dangers également, hein, mais c'est... Voilà, le potentiel est assez impressionnant. Et donc, du coup, oui, je pense que Google n'avait pas envie d'être complètement à la ramasse. Autre info qui a peut-être poussé aussi Google à accéléré, c'est que tout simplement Microsoft organise une conférence de presse surprise a priori dédiée à la première démo de Bing dans ChatGPT ou de ChatGPT dans Bing. Voilà. Et ça, elle est prévue aujourd'hui, mardi 7 février. Aujourd'hui, quoi. Et donc, du coup, c'est possible que ça ait accéléré ça. Et d'ailleurs, Google a organisé une conférence de presse mondiale à Paris dès le lendemain, c'est-à-dire mercredi. Vous voyez un petit peu comment chacun se tire la bourre un peu sur ces problématiques. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter l'article de Numérama. Vous avez quelques vidéos, etc., à la fois pour Google et à la fois pour Microsoft avec Bing, sur quels seraient les développements potentiels, si vous souhaitez un petit peu en voir plus. Mais moi, je trouve ça très, très intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. On en reparlera très certainement justement dans la semaine. Et on continue sur ce sujet d'intelligence artificielle, cette fois-ci avec Getty Images. Alors je vais le faire rapidement parce qu'on avait déjà eu la rumeur qui était tombée en janvier, comme quoi Getty accusait Stable Diffusion
d'avoir enfreint la propriété intellectuelle de Getty Images sur une échelle impressionnante, puisqu'ils avaient utilisé plus de 12 millions d'images de la base de données de Getty pour entraîner le modèle de Stable Diffusion sans permission ou sans compensation. Voilà, tout ça pour construire un business, un compétiteur à Getty Images, puisque le but de Stable Diffusion, c'est de générer des images et des visuels à partir d'intelligence artificielle. Donc ils utilisent une technologie différente, mais le business model à la fin, c'est générer des images et potentiellement les vendre. Donc un compétiteur de Getty Images. Et donc du coup, c'est là-dessus qu'ils attaquent Stable Diffusion, où voilà, à la fois sur le copyright de Getty Images, où ils ont enfreint le copyright de la boîte, et également sur les protections de marque. Voilà, donc ils avaient déjà annoncé le mois dernier qu'ils avaient commencé à faire des démarches légales à ce sujet, mais ils n'avaient pas encore publié la plainte. Eh ben, ça y est, vendredi dernier, Getty Images a voilà, publié cette plainte contre Stability AI, donc la boîte qui est derrière Stable Diffusion. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Aaron Moss, un avocat sur justement le copyright, qui s'est exprimé, qu'il a dit justement la plainte de Getty est bien meilleure que l'espèce de class action qui a été intentée le mois dernier, car le focus est là où il devrait être, c'est-à-dire sur la digestion ou l'ingestion de 12 millions d'images qui sont propriétaires de Getty pour entraîner le modèle de données de Stable Diffusion. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais en tout cas, la justification de la plainte est tout à fait recevable sur des bases légales déjà existantes. Alors maintenant, dans le contexte de l'intelligence artificielle, c'est assez nouveau, mais en tout cas, il y a déjà un support légal existant sur ce sujet-là. Et donc, c'est assez intéressant aussi. Parce que Getty Images se plaint aussi sur l'aspect. Alors attendez, j'essaie de retrouver. Voilà, Getty explique aussi que l'apparence du watermark Getty Images, qui est reconnaissable d'entre tous, sur des images qui ont un rendu bizarre ou grotesque, pourrait impacter l'image de marque de Getty Images. Voilà, je vous donne un exemple parce que quand même ça vaut le coup. Voilà, ça c'est... Ça, c'est un exemple d'image générée par Stable Diffusion, qui a été évidemment entraîné sur une banque d'images Getty Images. Et puis, vous voyez donc le trademark, ici le watermark de Getty Images. Donc, c'est vrai que quand on voit l'image, bon, il y a tellement tout qui va pas... que c'est vrai que je comprends aussi cette attaque. Voilà. Ça valait la peine quand même de partager. Il y en a un autre, attendez, que je vais vous partager quand même, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil, juste pour rigoler un petit peu. Donc vous avez à gauche, du coup, je pense que vous l'aurez deviné, à gauche l'image d'origine de Getty Images, avec le photographe Andrew Powell, qui est crédité en dessous, et puis à droite, vous avez Stable Diffusion. Voilà. Comme ça, c'est fait. Avec une pose tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'on peut voir que le mollet est en bonne forme, tout à fait normal. Bref, le jour où vous avez un mollet comme ça, inquiétez-vous un petit peu. Bref, voilà, je voulais en profiter, c'était le petit moment fun du matin. Donc voilà, ça y est, la plainte est déposée, avec a priori des bases légales un peu plus solides, donc ce sera intéressant de suivre l'affaire dans le futur. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, je pense qu'il va falloir attendre plusieurs mois avant que, 6 à 9 mois, avant qu'on ait une avancée sur le sujet, mais on vous tiendra au courant quand on aura plus d'informations. Voilà. Voilà sur le sujet. Excusez-moi.
j'en perds ma voix. Je vous propose de continuer avec la dernière news du jour. Je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave, les sujets sont intéressants. La dernière news du jour, c'est des news de Starship avec Elon Musk. Elon Musk qui promet un test en orbite d'ici quelques semaines. Grosse annonce quand même. Alors ça reste un tweet, donc à prendre avec des pincettes, ce qui n'est pas la première fois aussi que Elon Musk parle d'un lancement en orbite et d'un test en orbite, etc. Ça fait quand même plusieurs années qu'il mentionne cette information. Ça fait depuis 2021 que Elon Musk promet un vol orbital. Donc on verra s'ils arrivent vraiment à le faire en mars. En tout cas, toutes les chances semblent du côté de Starship, a priori, pour que le premier vol orbital se fasse le mois prochain, donc en mars. L'annonce vient donc d'Elon Musk lorsqu'il répondait ce samedi à une question de l'association de propriétaires de Tesla de East Bay Fremont en Californie. Et ensuite, il y a un tweet qui est repris en fin d'article où on peut en effet lire Elon Musk qui assure: si les tests restants se passent bien, nous tenterons un lancement du Starship le mois prochain. Voilà. Donc c'est vrai qu'on sait que SpaceX a en effet prévu une liste de tests au sol dont le plus impressionnant devrait être le premier test statique de l'allumage simultané des 33 propulseurs Raptor du booster Super Heavy. Alors ces tests sont pas faits pour juste épater la galerie, c'est des tests qui sont réglementaires et réglementés par l'autorité américaine de l'aviation civile, la FAA, qui conditionne du coup le feu vert du lancement. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'alors, SpaceX avait uniquement allumé en simultané 14 moteurs des Raptors, soit moins de la moitié finalement du compte total sur le booster. En tout cas, en janvier, c'est pas le seul test qui va se passer, mais en janvier, il s'est déjà passé un autre test majeur, puisque la fusée a été entièrement assemblée et remplie de carburant, avec pas moins de 4500 tonnes de carburant qui ont été chargées dans la fusée, et ils ont lancé la séquence de compte à rebours sans allumage des moteurs. Mais ils ont quand même fait l'intégralité de la séquence de compte à rebours pour Starship. Voilà. Alors, pourquoi on s'intéresse un petit peu à Starship? Il faut dire quand même que le premier envol de la fusée signera quand même le retour de l'humanité sur la Lune, la conquête de Mars. En tout cas, ça ouvre la porte à ça, et sans doute d'autres planètes du système solaire. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Le Starship en lui-même, pas forcément le booster, mais le Starship a déjà réussi à grimper 12 km puis redescendre dans une configuration ventrale en utilisant son large corps argenté comme frein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus dessus ? Donc c'est le SN15, le modèle SN15 qui a réussi cet envol. Tous les autres malheureusement avaient pris feu lors du lancement, mais en tout cas ce qui est intéressant vraiment avec le concept de SpaceX, c'est surtout son système de lanceur lourd entièrement réutilisable à 2 étages, alimenté par des moteurs au méthane-oxygène, qui ont une capacité à peu près à mi-chemin entre le SLS et la plus puissante Saturn V du programme lunaire Apollo. Ce qui est vraiment intéressant, c'est évidemment la réutilisabilité du Starship et surtout son utilisation induirait un coût égal à moins de 1% du premier ou du second. Donc quand je dis premier ou second, c'est évidemment les modèles que j'ai mentionnés, le SLS ou le plus puissant de Saturn V. Donc c'est vraiment là en fait les coûts de ces projets d'espace qui vont révolutionner l'industrie spatiale. Le Starship est conçu pour être ravitaillé en orbite terrestre basse par des Starship réservoirs, ce qu'on appelle les tankers, et ça va lui permettre potentiellement d'aller plus loin, par exemple jusqu'à Mars, où le système de propulsion pourra être alors ravitaillé à nouveau par l'abondante glace d'eau et de l'atmosphère de dioxyde de carbone de la planète rouge. Donc c'est assez fascinant ce qu'on peut anticiper dans le futur. Voilà, donc vraiment l'intérêt, c'est que par rapport aux concepts concurrents qui existent aujourd'hui, le Starship ne se limiterait pas comme un ferry de l'orbite lunaire à la surface de l'astre, mais il pourrait ouvrir du coup la voie
vers Mars. C'est ça qui est quand même particulièrement excitant et qui fait partie du projet spatial d'Elon Musk depuis le tout début, hein. Enfin depuis longtemps en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Enfin voilà, pas plus d'informations pour l'instant, mais beaucoup d'engouement autour de cette information. Voilà, donc on verra si c'est confirmé, en tout cas pour le lancement, pour un test en orbite dès le mois prochain, dès mars. C'est la fin de l'émission. Attention, il y a une petite pépite que je voulais, une petite cerise sur le croissant que je voulais vous partager en fin d'émission. Donc restez avec moi. N'oubliez pas aussi qu'il y a quelque chose à gagner à la fin de l'émission avec Guillaume et Jérôme qui vont prendre le relais. Mais juste avant d'enchaîner sur la cerise, sur le croissant, je voulais vous parler de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment d'en parler, justement. C'est O2Switch. O2Switch, c'est quoi? C'est un des meilleurs hébergements web sur le marché. Il est réputé pour une sécurité et une fiabilité remarquables. Et cerise sur le gâteau, c'est français. Oui, alors c'est vrai que moi je ne savais pas forcément que c'était français, mais c'est important de le savoir. Les data centers d'ailleurs sont en France. Et l'intérêt de Switch, c'est qu'ils proposent un service de qualité pour ceux qui veulent créer ou héberger leur site web. Alors à savoir, vous bénéficiez d'un service client exceptionnel 24 heures sur 7 jours sur 7. Voilà, donc sans interruption, avec des conseillers qui sont prêts à répondre à vos questions, du coup en français. Si vous avez des problèmes techniques, ils seront là pour vous. J'en ai fait l'expérience, je peux vous dire, j'étais un peu la cliente chiante parce que j'ai dû changer d'hébergement, etc. Et je peux vous dire qu'ils m'ont vraiment aidé pas à pas, parce que moi je suis pas une experte des hébergements. Ils m'ont vraiment aidé, donc merci à eux. De plus, vous avez également tout le contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. Et puis également, c'est tout compris et illimité. Plus besoin de se prendre la tête choisir entre coût, puissance CPU, mémoire et nombre de sites. C'est assez clair et simple. O2Switch vous permet également d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc si vous avez envie de tester, c'est le moment, hein. Vous pouvez utiliser notre code promo N15 et bénéficier d'une réduction de moins 15% pour la première année. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors attention, hein, cette offre elle est valable uniquement pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Donc en plus vous pouvez tester et c'est satisfait ou remboursé. Donc au moins voilà, le risque est bas. Grand merci Samuel pour avoir partagé du coup le code. Voilà, donc si vous cherchiez ou si vous réfléchissiez à un hébergeur, c'est le moment pour vous renseigner sur O2Switch. Merci à eux de soutenir l'émission. Voilà, je vous propose de continuer avec la cerise sur le croissant. Et voilà, on termine l'émission avec une petite cerise sur le croissant que je voulais vous partager, qui m'a fait vraiment sourire, alors que la Saint-Valentin approche à grands pas, hein, puisque c'est la semaine prochaine, très vite. C'est assez dingue. Et c'est vrai que la Saint-Valentin, ça peut déclencher des sentiments un peu partagés. Certains vont en profiter pour se prévoir un petit resto en amoureux, une petite soirée en amoureux, voilà, avec leur plus 1, et d'autres vont se retrouver seuls et vont se dire, avec cette pression sociale de Saint-Valentin, vont se sentir plus seuls que jamais. Et donc du coup, il y a une petite initiative assez rigolote d'une application qui s'appelle PicsArt, voilà, qui vous propose d'aborder ça avec le sourire, puisqu'il vous propose tout simplement de remplacer votre ex sur les photos que vous avez avec votre ex par l'objet de votre choix, l'objet, l'animal, ce que vous voulez. Et donc ça donne des résultats assez rigolos. Voilà, PicsArt tout simplement utilise l'intelligence artificielle encore ici et vient de créer donc cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle très logiquement AI Replace My Ex With, et après vous complétez par ce que vous voulez, et ça vous permet tout simplement de télécharger vos anciennes photos. Alors attention, pour chaque service où vous uploadez des photos, méfiez-vous et regardez les conditions d'utilisation et les conditions de stockage, hein.
Mais tout simplement, vous pouvez télécharger vos anciennes photos et choisir l'objet ou l'animal de votre choix. Un adorable petit chien, une pinte de bière ou une baguette, par exemple, pour remplacer votre ex par cet objet. Et donc le rendu est assez rigolo. Alors il y a évidemment des trucs un peu bizarres, mais franchement, juste pour rigoler, je voulais vous montrer un petit peu les exemples. L'application est disponible sur iOS pour l'instant et devrait arriver sur Android bientôt. Et donc là, voilà, vous avez l'exemple de remplace mon ex par un chien. Et là, vous avez un magnifique Golden Retriever. Voilà, qui fait à peu près la même taille d'ailleurs que l'ex, donc c'est pas mal. Et ça marche plutôt bien. Vous avez d'autres exemples. Remplace mon ex par un serpent. Assez logique, ça permet de se défouler un petit peu. Et puis un autre essai où vous pouvez remplacer votre ex par une bière. Voilà. Donc juste, je suis désolée, mais ça m'a fait hurler de rire. Ça m'a fait hurler de rire, ça m'a fait tellement sourire et j'étais obligée de partager ça avec vous aujourd'hui, juste pour aborder un petit peu la Saint-Valentin avec le sourire et de manière un petit peu plus légère que tout l'enjeu commercial, marketing ou pression sociale qui entoure. Voilà, donc voilà, moi ça m'a fait bien rigoler. Donc voilà, pour information, je vous remontre un petit peu les exemples. Voilà. Je pense que mon préféré, c'est peut-être celui-là. Et c'est pas parfait, hein. Vous pouvez voir que la main a un petit peu de mal, mais ça marche. Ça marche quand même. Hein. Alors, Wendigo, si tu décides de remplacer ta nouvelle copine ou copain, pose-toi des questions, quoi. Tu peux même te poser des questions, est-ce que tu as vraiment envie de passer à Saint-Valentin avec cette personne-là, quoi. Ouais, c'est un joli coup de com', une jolie opération de la part de l'application Pixar. C'est clair. C'est plus une opération de com qu'autre chose. Hein. On est d'accord, hein, la chatroom. Ça, c'est un véritable service, nous dit Dishan. Ah, tu remplaces l'ancien par le nouveau copain. C'est un peu creepy. C'est un peu creepy, hein. Méfie-toi de créer des fausses images avec ton nouveau copain quand même, hein, ou ta nouvelle copine. C'est un petit peu bizarre. Un Afouane nous dit c'est un test pour savoir si elle a le sens de l'humour. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Voilà, donc pour ceux qui se posaient un petit peu la question sur comment passer à Saint-Valentin, vous pouvez vous éclater à faire ça aussi, ou tout simplement nettoyer entre guillemets votre pellicule photo pour plus être confronté à votre ex systématiquement, pour ceux qui malheureusement ont un ex récent, quoi. Donc voilà, j'étais obligée de vous partager cette petite cerise qui m'a fait bien sourire hier soir. C'est la fin de l'émission, il est 9h22. Et j'en profite pour faire appel à mes assistants dans les coulisses du mug qui attendent, qui sont dans les starting blocks pour pouvoir prendre le relais de l'émission. Guillaume, Jérôme, vous arrivez ? C'est le moment, j'ai l'impression qu'ils sont en pleine discussion et qu'ils me laissent poireauter dans l'émission. J'entends, ils arrivent. On est là. Discrétion. On est là. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ils vont? Ah merde. Aïe, l'accident en live. De toute façon, à une inondation près, c'est bon. Hein. Mais c'est bon, un accident, ça fait plus de vues. Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Jérôme, il faut couper le... Oui, j'arrive. Voilà, incroyable. Comment ça va? On va lancer une petite salle d'attente, mesdames et messieurs. Du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et fingers crossed pour ceux qui vont tenter de gagner le petit objet tout à l'heure. Plein de choses. Oh là là, ça va être incroyable. Petite salle d'attente, mesdames et messieurs, on arrive dans en attente. Quelques minutes. Lisez les magazines. Exactement.